Bonsoir à tous. Il y a quelques semaines, les Togolais découvraient leur nouveau Premier ministre, une femme, Madame Victoire Toméga Dobé. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme siège à la primature. Dès sa nomination, la nouvelle chef du gouvernement a mis en place son équipe et jeté les bases de ce qui sera sa stratégie d'action, contenue dans la déclaration de politique générale. Quels seront alors les chantiers qui attendent Madame le Premier ministre? Elle nous répond ce soir. Madame le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci de nous accorder cet entretien que je mènerai avec mon confrère de la radio-télévision Delta Santé, Gérard Wilson. Gérard, bonsoir. Bonsoir, Rita. Bonsoir, Madame la Première ministre. Alors, Madame, vous avez été nommée le 28 septembre dernier Premier ministre, première femme à occuper ce poste dans notre pays. Alors, dites-nous, que représente pour vous cette nomination et que peut en attendre le pays? Merci beaucoup. Vous me permettrez tout d'abord de vous remercier pour cette belle occasion que vous m'offrez de présenter la vision du chef de l'État. Une vision que nous engageons à mettre en œuvre avec beaucoup de détermination. Alors, comment je me sens? Je me sens motivée. Au regard des défis qui nous attendent, il faut se sentir motivé. Vous savez, les attentes des populations sont importantes, elles sont grandes. Et il faut une bonne dose de motivation pour pouvoir faire face à ces attentes-là. Et nous sommes convaincus qu'avec l'ensemble des Togolais, nous allons pouvoir relever le défi. Je me sens également confiante. Confiante parce que c'est une marque de confiance que le chef de l'État a placée en la femme togolaise. Et au-delà de ma modeste personne, c'est une grande confiance faite aux femmes togolaises. Et nous en sommes tous très honorés. Et au nom de toutes les femmes togolaises, je voudrais dire au chef de l'État toute notre reconnaissance et notre gratitude. Et cela se voit déjà dans votre équipe gouvernementale, il y a 10 femmes déjà. Hein? Oui. Donc vous confirmez qu'il s'agit d'une promotion de la gente féminine, vous savez, du leadership féminin, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une promotion du leadership féminin. Vous savez, de tout temps, les femmes togolaises ont occupé une place importante dans la vie économique de notre pays. Je donne toujours l'exemple des Nana Benz, mais aussi de toutes ces femmes qui portent avec elles leur famille, qui se retrouvent au champ, dans leur bureau, dans les différentes activités économiques, mais qui portent avec le poids de leur famille. Et aujourd'hui, c'est une belle reconnaissance. Notre pays, hein, les présentations culturelles. Mais vous voyez que la femme est toujours, même si elle n'est pas devant, c'est elle toujours qui est derrière, mais qui soutient énormément l'action. Et donc, c'est une reconnaissance de ce leadership-là qui est fait, de ce leadership féminin. Et ce que nous disons, c'est que à travers cet acte, c'est vraiment de l'espoir qui est donné à toutes les jeunes filles togolaises. Et je voudrais encore saisir l'occasion pour les inviter à toujours prendre sur elles l'éducation, mais également prendre sur elles de toujours aller devant, en avant, quels que soient les problèmes, les difficultés qu'elles pourraient rencontrer dans leur cursus. Madame, vous êtes entrée en fonction il y a quelques jours, quelques semaines. Quelles sont vos peines et joies en ce début d'émission? Comment vous sentez le matin quand vous vous réveillez en regardant dans votre glace? Vous savez, je ne parlerai pas de peine, je ne parlerai pas de joie. Je disais tantôt que les attentes de nos concitoyens sont très très importantes. Elles sont importantes surtout dans un contexte mondial particulièrement difficile. Et nous mesurons l'ampleur de ces attentes, et je pense que c'est une lourde responsabilité. Mais en même temps, quand nous voyons le chemin parcouru, quand nous voyons les succès remportés par notre pays, et quand nous voyons tout le potentiel de notre pays, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas vraiment peur. Et donc, il n'y a pas de place à des appréhensions, et surtout quand on est appelé à une action patriotique que celle de conduire un gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de joie. Nous restons conscientes de l'immensité de la mission. Il faut l'avouer, c'est une mission, elle est immense. Mais vous voyez que le gouvernement tel qu'il est constitué, il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qui ont des compétences et qui ont montré leurs preuves dans le passé à divers postes de responsabilité. Et donc je pense qu'avec une telle équipe, on peut réellement relever les défis. Mais nous allons travailler avec l'ensemble des Togolais.
Les Togolais, nous allons travailler à donner de l'espoir aux Togolais, nous allons travailler ensemble avec les Togolais pour créer de la richesse. L'objectif final pour nous, c'est que les Togolais voient leurs conditions de vie en constante amélioration. Ça, c'est important. Donc, nous sommes déterminés à atteindre cet objectif final-là. Et nous allons, juste pour simplifier ce que j'ai dit, que nous allons mener un combat contre l'extrême précarité dans notre pays. Et nous allons le faire avec tous les Togolais. Et ce que je dis, c'est ce qui compte pour moi, c'est les Togolais. Ce sont eux et rien d'autre. Nous allons ensemble travailler avec tous, aux côtés du chef de l'État, pour faire du Togo une nation forte, une nation respectée, une nation qui est prospère, qui produit des richesses, mais qui est aussi une nation inclusive. Ce que vous héritez d'une situation qui n'est pas très rose, la crise sanitaire liée au Covid-19 qui sévit, et donc forcément ça doit avoir des impacts, n'est-ce pas, sur vos actions à la tête du gouvernement. C'est normal. Vous savez qu'avec la Covid, c'est l'économie mondiale qui est vraiment affectée. On note un ralentissement de la croissance de partout. Le Togo n'y échappe pas. La Covid bouleverse nos modes de fonctionnement. La Covid bouleverse la manière dont nous allons vivre. Et nous sommes obligés de faire avec la Covid. Donc nous tirons les leçons de la gestion de la Covid. Et d'ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le peuple togolais pour la mobilisation dont nous avons tous fait preuve derrière le chef de l'État pour organiser une belle réponse contre la Covid. Le Togo aujourd'hui est cité comme un exemple de bon gestionnaire de la Covid. La preuve, nous avons réussi à maîtriser, même si par moment on note encore quelques augmentations des cas, mais il y a quand même une belle organisation au plus haut niveau, avec une bonne coordination, le conseil scientifique qui donne des avis, nous avons le corps médical qui est mobilisé, nous avons les forces de défense, nous avons les médias, nous avons toutes les populations, la chefferie traditionnelle, les CDQ qui se sont tous mobilisés pour que nous puissions vaincre cette pandémie-là. Et donc, chapeau à tous, nous avons fait de belles choses dans notre pays, dans ce contexte de Covid, et nous espérons vraiment continuer pour pouvoir remporter d'autres victoires. Mais madame, est-ce qu'il faudra dire que, enfin, votre nomination dans ce contexte-là, c'est plus de travail qui s'annonce pour votre gouvernement? C'est normal. Il y a toujours du travail, il y en aura toujours. Et moi, j'aime ces défis-là parce que vous réalisez que vous avez des belles choses que vous faites, mais en même temps, que les attentes sont toujours là. Vous voyez, je parle toujours par rapport aux attentes des populations. Quand vous allez sur le terrain, vous voyez les attentes sur le plan de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l'énergie, le déplacement des populations. Quand on produit, il faut absolument s'assurer que la production puisse acheminer vers les marchés. Tout ça constitue des attentes des populations, l'emploi des jeunes. Et donc, quand vous êtes en contact avec les populations, vous avez juste une envie de faire plus. Et notre gouvernement va s'engager à faire plus pour répondre à ces attentes-là. D'accord. Alors, madame, justement, l'une des conséquences, disons, immédiates de cette situation que nous vivons avec la Covid, c'est la rentrée scolaire 2020-2021 qui est repoussée. Alors, dites-nous, madame, est-ce que le 2 novembre prochain, les élèves togolais reprendront le chemin des classes comme il se doit? Bien sûr, bien sûr. Nous allons faire en sorte que les enfants, nos élèves, nos enfants puissent reprendre les activités scolaires. Vous savez, le fait d'avoir gardé les enfants à la maison a eu beaucoup de conséquences sur la vie de ces enfants-là. Et je pense que nous avons tous intérêt à voir nos enfants reprendre les chemins de l'école. Mais cette année, la particularité, c'est que nous avons organisé une rentrée pour non seulement former les enseignants, mais surtout aussi nous assurer que les dispositions sanitaires sont mises en place pour assurer une rentrée scolaire avec beaucoup de sérénité. Donc, oui, la réponse est oui. La rentrée scolaire proprement dite aura lieu le 2 novembre. Je voudrais vous dire tout de suite que nous nous organisons au niveau du gouvernement pour répondre au plus pressant, tout en ayant en tête le besoin d'améliorer la qualité de l'éducation de nos enfants et surtout répondre à ce besoin crucial qu'est la mise en place des infrastructures d'accueil, c'est-à-dire les salles de classe. Donc, nous répondons au plus pressant, mais nous travaillerons sur la qualité de l'éducation et la réponse concrète pour la mise en place des infrastructures scolaires pour créer les meilleures conditions d'accueil des enfants.
Oui, ça nous permet de faire une belle transition. Je suis d'accord des enfants, justement. Alors, il est question de doubler les certaines des classes. L'effectif est réduit à 60 par classe. Alors, est-ce qu'on a les moyens matériels nécessaires pour que la semaine prochaine, effectivement, on puisse dédoubler ces classes et tenir compte des problèmes des acteurs principaux du système éducatif? Cela a été pris en compte. Vous savez que une rentrée scolaire, ça ne se prépare pas en 2 jours, en 3 jours. Il y a des semaines, tous les acteurs qui sont concernés par cette thématique de l'éducation se sont retrouvés avec les ministres en charge pour passer en revue les défis, toutes les difficultés et mettre les acteurs à contribution. Parce que la question de l'éducation, ce n'est pas seulement l'État, c'est tous les acteurs. Les associations de parents d'élèves, les inspecteurs, les directions de l'éducation régionale, tout ce monde a été mis à contribution pour voir comment on peut juguler les différents problèmes. Et je sais que le problème de flux a été posé et ça va être réglé selon les cas. Et on mettra à contribution les élus locaux, parce qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Je pense qu'il y aura certainement des problèmes, mais au fur et à mesure, du moment où on est ensemble, on pourra régler ces problèmes-là. Donc oui, la question de la gestion des flux a été mise sur le tapis et des dispositions concrètes sont en train d'être prises. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un protocole sanitaire qui a été proposé par le conseil scientifique et ce protocole sanitaire sera divulgué dans tous les établissements scolaires. Les dispositions sont en train de prise. Le plus important, c'est de respecter les mesures barrières, de faire en sorte que les enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Oui, il y a le problème des enseignants volontaires, il y a le problème des enseignants qui réclament certaines primes, comme on l'a fait dans la santé par exemple. Qu'est-ce que Mme la Première ministre leur dit concrètement? Ce que je vous dis, c'est que les acteurs se sont retrouvés. Vous voulez parler de la prime, de la fonction enseignante? Tout cela a été débattu. Et je sais que les discussions continueront pour que les problèmes puissent être pris en compte et selon les moyens de l'État, mais de tous les cas, c'est une question de concertation et c'est aussi cette manière de gouverner pour se retrouver avec les gens, les acteurs, mettre les problèmes sur le tapis et voir selon les moyens de l'État qu'est-ce qu'on peut faire selon un planning bien précis. Nous sommes conscients de cette situation. La preuve, c'est dans le secteur de l'éducation où on a fait des recrutements et pourtant on a encore des besoins en enseignants. On a des besoins pour la formation de ces enseignants. Donc, tout se fait selon un planning bien précis. Je venais de parler de problèmes d'infrastructures scolaires. Il y a tout un programme pour construire 25 000 classes. Ça fait partie aussi des réponses que le gouvernement est en train de donner. Et cette réponse-là va être donnée avec le concours du secteur privé. Parce que pour construire des salles de classe, il faut des moyens financiers. Et pour mobiliser ces moyens financiers, on va proposer des mécanismes innovants avec le secteur privé pour que d'ici 5 ans, on puisse construire 25 000 classes pour nos enfants. Il y a également les cantines scolaires. Il y a beaucoup de... Quand on prend l'éducation, il faut voir l'éducation en milieu urbain, en milieu rural, les plus défavorisés, il faut penser à eux. Il y a des zones où peut-être personne n'a envie d'aller enseigner. Donc c'est tout, il faut prendre la question dans sa globalité et faire en sorte qu'on puisse offrir une éducation de qualité, accessible à tous, mais en même temps faire en sorte que cette éducation puisse permettre aux enfants d'accéder au marché du travail. Donc c'est un tout. Et ça nécessite de grandes réformes. Alors, autre préoccupation, autre volet de discussion de notre entretien, c'est la question du PND pour 2018-2022, fondé sur les résultats de la stratégie de croissance accélérée, de la promotion de l'emploi, donc au total de quelques 4 622 milliards de nos francs, et qui repose sur 3 axes stratégiques autour desquels s'articulent des projets prioritaires. Alors, première question, quels sont ces priorités, soit pour votre gouvernement, dans le cadre justement du PND? Il y a 3 éléments essentiels que nous devons avoir en tête aujourd'hui. Puisque nous parlons de PND, le PND, c'est le plan national de développement élaboré qui couvre la période 2018-2022. C'est un plan plutôt très ambitieux qui a reçu l'adhésion de l'ensemble de la population togolaise, nous le savons. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à un peu plus de 2 années de mise en œuvre de ce plan national de développement avec des projets très ambitieux, très intégrateurs. Et c'est important qu'aujourd'hui, nous puissions évaluer le chemin parcouru, les avancées enregistrées et voir
est-ce qu'il faut faire quelques ajustements ou faire des recentrages sur des priorités. Et voir aussi des opportunités d'amélioration. Parce que quand on met en œuvre des projets, on a des difficultés dans la mise en œuvre ou peut-être l'exécution n'est pas au point où on souhaite. Et là, il faut saisir l'occasion au moment de l'évaluation, voir comment on peut améliorer tout ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes sortis d'une élection présidentielle où il y a eu des engagements qui ont été pris par le président de la République et ces engagements sont consignés dans une feuille de route présidentielle. Je vous dis, le président de la République a lui aussi une feuille de route pour le quinquennat. Qui vous a confié d'exécuter? Bien sûr. Et il faut insister sur un élément, c'est cette volonté d'accélérer les choses. Parce que quand on va vers les populations, on les écoute. Vous avez fait des choses, et des choses qu'on n'a pas encore faites, mais on sent qu'il y a vraiment une pression d'accélérer. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, vous avez posé la question, c'est la Covid, la pandémie du coronavirus, qui a affecté le monde entier, qui a induit un ralentissement de nos économies. Et le coronavirus a affecté tout le monde. Et nous avons expérimenté un certain nombre de choses pendant que nous gérons la Covid. Aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de cela. Il faut absolument tirer les leçons de la Covid et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer et vite avancer. Et donc, nous sommes obligés de repenser nos méthodes de travail, nos modes de fonctionnement. Nous devons imprimer un autre rythme à notre manière de faire. Je dis souvent qu'aujourd'hui, la direction n'a pas changé. Mais ce qui est important pour nous, c'est que avec le coronavirus, les attentes deviennent encore plus importantes. Et là, nous sommes obligés de changer de rythme. Donc, nous devons accélérer notre rythme de transformation, produire plus de richesses et pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux des populations. Et donc, il y a tout un dispositif de réforme mis en place par notre gouvernement. Il y a un dispositif de suivi, évaluation également qui est mis en place pour nous assurer que les projets, nous les connaissons, ils sont matures, nous les mettons en œuvre et ces projets produisent des résultats et que ces projets ont un impact réel sur la vie des populations. Donc, ça demande beaucoup de cohérence, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de rétroaction pour que nous puissions montrer réellement des résultats. Et donc, c'est ce sens-là de la gestion axée sur les résultats que nous voulons donner à la coordination de l'action gouvernementale. Alors, madame, deuxième question, alors, il est question de faire, certes, le bilan, vous ferez le bilan de tout ce qui a été fait, mais nous sommes à 2 ans de l'échéance du PND. Alors, dites-nous concrètement, à 2 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir de la mise en œuvre du PND? Une chose qui est importante pour le PND, c'est que nous avons pris sur nous de mettre en œuvre le PND avec le concours des investisseurs privés. Et pour attirer les investisseurs privés, il faut rendre notre pays attractif. Alors, un des éléments clés, tout de suite, c'est de vous dire que nous avons réussi à positionner notre pays comme un des plus grands réformateurs dans notre pays, en Afrique, et le 3e réformateur au monde. Donc, le Togo a fait des progrès énormes dans, par exemple, la création d'entreprises, dans la gestion des titres de propriété. Beaucoup d'efforts ont été faits dans le raccordement à l'énergie. Donc, ça, c'est un résultat qui est très important, qui affecte la mobilisation des ressources, notamment faire venir des investisseurs privés dans notre pays, parce que c'est eux qui vont... Donc, on a noté depuis quelques temps qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à notre pays et qui se positionnent sur un certain nombre de projets. Nous avons vu comment notre aérogare a été modernisé. Nous avons vu les investissements importants faits au niveau de notre port. Et tout cela va permettre un meilleur positionnement de notre pays comme le hub logistique et de services dans la sous-région. Donc, vous voyez que c'est des actions continues
qui produisent des résultats et ces résultats ont besoin d'être renforcés. Ça, c'est sur le plan beaucoup plus de l'économie ou de la création de richesses. Quand nous prenons l'agriculture, nous avons vu les efforts qui ont été menés dans ce domaine-là pour rendre notre agriculture beaucoup plus productive avec le MIFA. Le MIFA, le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture, c'est quelque chose qui a été mis en place. Nous avons l'agropole de Kara qui a démarré. Vous voyez, donc c'est des projets qui ont démarré. Mais aujourd'hui, nous voulons non seulement avancer sur la mise en œuvre de ces projets, mais nous voulons accélérer la mise en œuvre et pourquoi pas identifier d'autres projets qui ont un réel impact sur la vie de notre pays. Nous avons vu un peu la mise en place des infrastructures routières qui complètent les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Donc beaucoup de choses. Sur le plan de l'inclusion, nous avons vu avec le FNFI le nombre de personnes qui ont été touchées. On a près de 1,8 million de personnes qui sont touchées avec les différents produits du FNFI. Nous avons vu les filets de protection sociale. Je peux parler de Scolassure, je peux parler des cantines scolaires, des transferts monétaires pour les plus pauvres. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont, que ce soit dans le domaine de l'inclusion ou autre, qui ont démarré et nous voyons que ça produit des résultats. Mais aujourd'hui, avec la déclaration de politique générale que nous avons présentée, nous voulons non seulement aller vite, mais faire en sorte que tous ces projets qui ont démarré puissent impacter réellement la vie des populations. Alors, abordons justement la déclaration de politique générale devant les élus du peuple. C'était le 2 octobre dernier et il y avait 3 principaux axes autour duquel s'articulait justement cette politique générale. Oui. Le premier, c'est renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. En clair, madame, il est question de quoi justement de comment rendre les Togolais heureux? Avant même de parler des 3 axes, donc je voudrais rapidement brosser les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Oui. Le premier défi, c'est l'intégration régionale. Le Togo est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et avec la Covid-19, on assiste aujourd'hui à un raccourcissement des chaînes d'approvisionnement. Au lieu d'aller très loin sur d'autres continents, on peut s'approvisionner dans la sous-région. Donc, il y a un effort d'intégration régionale que nous devons faire. Le deuxième défi, c'est la modernisation et la digitalisation pour faire en sorte que l'action publique soit beaucoup plus efficace et pour rendre plus productive l'action du secteur privé. J'ai parlé tantôt de l'investissement privé. Donc, c'est toujours un défi qui est d'actualité. Comment faire en sorte qu'on puisse accroître l'investissement privé et donc, il faut arriver à avoir des réformes audacieuses pour toujours attirer les investisseurs vers le Togo. Il y a le renforcement de géopolitique de notre pays. Il faut faire le Togo à un positionnement géopolitique. Vous voyez, la position du Togo avec l'ouverture sur la mer, c'est vraiment un avantage comparatif que nous avons. Mais comment appuyer sur ce levier pour faire réellement du Togo un hub logistique et de services? Ça, c'est un défi. Et l'autre défi, c'est l'amélioration constante de l'efficacité. Nous tous, vous aussi, comment nous devons améliorer notre manière de faire, etc. Ça, c'est des défis que nous devons tous connaître avant de parler même de la vision qui est de faire du Togo une nation forte, moderne, prospère et inclusive. C'est-à-dire, vous avez dit tantôt comment rendre les Togolais heureux. Donc, on produit, mais que cette production de richesse puisse réellement impacter la vie des populations. Donc ça, c'est la vision. Et cette vision, elle est déclinée en 3 axes. 3 axes majeurs. Et ces 3 axes majeurs aussi sont déclinés en 10 ambitions, clairement affichées. Alors, les 3 axes stratégiques, le premier, vous l'avez dit, c'est renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et préserver la paix sociale. Vous savez très bien que sans cette paix, on ne peut pas parler de développement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est comment densifier la création des emplois en s'appuyant sur les atouts de notre pays. Et le troisième axe, c'est la modernisation et les structures de l'État. Alors, je veux quand même passer un peu de temps sur chaque axe, parce que c'est important que nous puissions comprendre les ambitions de chaque axe
et que chaque Togolais se retrouve dans ça. C'est important. Absolument. Alors, sur le premier axe qui concerne le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale et consolider la paix, la première ambition qui est affichée, c'est offrir une identité à tous les Togolais, garantir la couverture santé et l'accès aux services sociaux de base. Et quand on parle de services sociaux de base, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, c'est l'accès aux services de base que nous connaissons. Et je vais donner quelques exemples. Quand on parle d'identité pour tous, c'est qu'on doit s'assurer que chaque Togolais, à travers le programme d'identification biométrique, que chaque Togolais est identifié comme tel, existe. C'est très important. Et ça va faciliter après la mise en place des différents services sociaux. Et quand on met en place le programme d'identification biométrique, on a pensé aussi à mettre en place un registre social unique. Vous savez que notre pays a fait beaucoup d'efforts sur la mise en place des filets de protection sociale, les cantines scolaires, l'assurance maladie, le FMFI et les transferts monétaires. Mais il faut absolument qu'on ait un guichet unique pour faire un meilleur ciblage, connaître les bénéficiaires, voir ceux qui peuvent recevoir ce genre d'appui, parce que c'est des appuis, et voir comment on peut mieux rationaliser cela, éviter des doublons, etc. Donc, le programme d'identification va être couplé avec un projet de registre social unique. Nous allons aussi offrir une assurance maladie universelle pour tous les Togolais d'ici 5 ans. C'est important. Quand on le fait, on va renforcer les systèmes sanitaires, rapprocher la santé des populations, parce qu'on connaît, c'est un défi énorme pour nous. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie d'électrification qui permet aux Togolais d'accéder à l'électricité, 100% des Togolais, d'ici 2030. Mais on va donc continuer par déployer cette stratégie-là. Nous allons augmenter l'accès à l'eau potable, tout comme pour l'énergie, où on a une stratégie. Nous sommes en train de travailler sur une stratégie dans le domaine de l'eau, et ça va permettre aussi d'attirer des partenaires qui vont se positionner pour nous aider à augmenter l'accès à l'eau potable. Nous allons construire 20 000 logements pour les Togolais. Et nous allons, tous les pays et toutes les régions du pays, et nous allons créer une banque digitale. Voilà, je donne quelques exemples précis sur la première ambition. La deuxième ambition, c'est d'offrir une éducation de qualité accessible au plus grand nombre de Togolais et qui est en phase avec le marché, les exigences du marché du travail. Là, j'ai tout à l'heure parlé de l'augmentation de la capacité d'accueil des enfants, les 25 000 classes, on va les construire avec le concours du secteur privé national. Et nous allons également revoir la politique d'orientation et de formation professionnelle pour diriger les enfants, les jeunes vers des métiers prioritaires de notre économie. On ne va pas continuer par former des jeunes après qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Nous connaissons les priorités de notre économie. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'économie bleue, nous parlons de logistique, nous parlons des secteurs porteurs. Donc, nous allons diriger les jeunes vers ces secteurs-là. Aujourd'hui, je donne un exemple, les IFAD, les instituts de formation pour le développement. Nous en avons un IFAD sur la pisciculture à Ilabagnon, il y a un en construction sur l'élevage à Bakwasi, on a 2, dont un sur le bâtiment et un sur l'énergie à Adidogomé, et il y en a d'autres. C'est pour former les jeunes et que ces jeunes puissent vraiment s'insérer facilement sur le marché du travail. Donc la deuxième ambition est consacrée à l'éducation. La troisième ambition, c'est assurer la paix, la sécurité et assurer une justice pour tous. Nous connaissons tous la grande problématique de la justice et donc nous pensons que compte tenu de l'évolution des menaces sécuritaires dans la sous-région, compte tenu de la recrudescence de la criminalité, il faut tout faire pour assurer une plus grande protection de nos côtes, de nos frontières, de nos airs et une protection de tous citoyens. Et ça demande des moyens. Nous allons améliorer également l'efficacité de l'appareil judiciaire parce que nous savons qu'il y a des réformes qui ont démarré, mais on va les renforcer. Donc, sur le premier axe qui concerne l'inclusion, c'est les 3 ambitions qui sont affichées. Le deuxième axe, c'est important que les Togolais comprennent ce que nous voulons quand nous parlons de l'axe sur la création d'emplois, qui concerne les jeunes en s'appuyant sur la force de l'économie togolaise.
Et sur cet axe, nous avons 3 éléments clés. L'agriculture. Nous voulons rendre notre agriculture beaucoup plus compétitive. Donc nous allons travailler sur l'amélioration des rendements agricoles. Nous allons renforcer l'agropole de Kara. Nous allons travailler sur une réforme importante de foncier agricole, parce que quand on parle d'agriculture, il y a la question de la terre, donc une grande réforme sur le foncier agricole. Nous allons renforcer le MIFA, parce que c'est le financement. Le monde agricole, on a le foncier, mais on a aussi besoin de financement adapté à ce besoin-là. Et nous allons renforcer le réseau routier rural. C'est d'ailleurs pour ça qu'un ministère a été dédié pour le désenclavement des pistes rurales, parce que c'est une question qui est très importante et nous allons travailler sur ça. Le deuxième élément, c'est renforcer le Togo comme hub logistique et de services, j'en ai parlé tantôt. Et nous allons construire, à cet effet, l'autoroute de l'unité qui lie Lomé à Saint-Cassé, pour permettre de mieux utiliser le potentiel de notre port et de servir les pays de l'Interland. Donc ça va consolider le positionnement de notre pays, le positionnement stratégique de l'aéroport, le positionnement stratégique de notre port. Et nous allons aussi travailler sur une offre touristique de loisirs, parce que le tourisme aussi, c'est un grand gisement d'emploi et nous allons travailler dessus. Un dernier élément sur l'axe numéro 2, c'est toute la transformation qu'il faut faire de nos produits. Nos produits, nos ressources minières. Transformation sur place. Sur place. Aujourd'hui, nous exportons le phosphate. Pourquoi ne pas transformer le phosphate en engrais? Rendre l'engrais disponible à un coût abordable pour nos paysans. Donc voilà, nous allons travailler sur ça. Et ça, c'est un exemple que je donne. Et il y a un élément important, c'est de créer des parcs industriels dans l'environnement du port. Et nous avons, ce dont nous parlons, c'est que nous avons déjà démarré même un certain nombre de choses. Le parc industriel d'Adétikopé, qui a déjà démarré, je vous invite à juste faire un tour, vous allez voir que les travaux ont démarré. Donc, c'est des projets qui vont fournir beaucoup d'emplois pour nos jeunes. Donc, l'axe 2, création d'emplois, c'est des éléments qui vont nous aider, l'agriculture, le hub logistique, la transformation des produits. C'est ça qui va nous permettre de créer plus d'emplois en nous appuyant sur les forces de notre économie. Au total 500 000 emplois, c'est pas trop ambitieux? Moi, je trouve que 500 000 emplois, c'est même pas ambitieux. Parce que ça dépend des types d'emplois. Je me rappelle que quand on travaillait sur le PND, on voyait qu'on pouvait même aller jusqu'à 1 million d'emplois. Quand on prend des emplois qui sont créés sur des chaînes de valeur agricoles. Quand vous prenez un jeune qui exporte le soja bio, j'aime bien donner cet exemple, le soja bio, 10 000 tonnes de soja. Mais ce jeune fait travailler 10 000 producteurs qui sont sur la chaîne. Il fait travailler des agrégateurs, c'est ceux qui collectent le soja. Donc, quand on fait les bons choix de filières et qu'on structure autour de ces filières, je vous assure qu'on peut avoir beaucoup d'emplois. Les emplois créés, c'est aussi des femmes qui bénéficient du FNFI. Ils ont un emploi en faisant ainsi. Donc ça dépend de comment nous qualifions l'emploi. Mais nous pouvons être assez prudents et nous avons mis 500 000. Je pense que les 500 000 sont réalisables parce qu'il y a pas mal d'emplois qui peuvent être créés. Et madame, donc parlons de création d'emplois, on parle également d'entrepreneuriat. Mais madame, est-ce que cela voudra dire que l'État se désengage par rapport au lancement, à l'organisation des concours? Parce que nous avons compris que d'ici la fin d'année, on a plus de 500 personnes qui vont à la retraite. Madame, l'État ne peut pas se désengager de ça. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand on parle d'emploi, l'État n'a jamais été un pourvoyeur d'emploi dans le monde entier. L'État n'a jamais été un pourvoyeur d'emploi. Combien de personnes sont recrutées à travers des concours? Combien on connaît, nous avons une idée de ceux qui travaillent en fonctionnement. Et on ne peut même pas peut-être augmenter, on ne peut que faire des remplacements, de remplacer les gens qui partent à la retraite. La meilleure manière de créer un emploi, c'est d'attirer les investisseurs qui viennent, qui créent des usines. Et c'est la meilleure manière de le faire aussi, c'est de doper, de donner les moyens aux jeunes de pouvoir oser entreprendre, de créer leur emploi et de créer des emplois. Et ça demande que nous travaillions sur le climat des affaires, que nous fassions des réformes audacieuses pour mettre tout le monde à l'aise et créer cet emploi-là. Donc, oui, on continuera selon les besoins des différents secteurs, que ce soit de l'éducation, de la santé, apporter ces réponses-là. Mais je vous assure, pour créer des emplois, comme je l'ai dit, c'est dans le domaine de l'agriculture, c'est dans le domaine de la logistique, c'est dans le domaine de la transformation, c'est dans les parcs
quand on crée par exemple un parc industriel, on fait venir des investisseurs qui vont venir mettre les usines, par exemple de paille, de chaussures, des choses comme ça. C'est ça qui crée des emplois. Et donc, nous devons nous assurer que les jeunes sont prêts, sont préparés pour pouvoir répondre à ces offres d'emploi. Et ça me permet d'enchaîner sur le troisième axe qui concerne la modernisation et le renforcement des structures de l'État. Nous voulons faire du Togo une référence régionale dans le domaine du digital. Et là, nous savons tous les difficultés que nous avons dans la connexion. Et donc, nous travaillons sur l'amélioration de la connexion Internet. Bon, je sais la question que tout le monde dit. Comment allez-vous faire le digital si vous n'avez pas une bonne connexion? Nous y travaillons. Nous renforcerons le raccordement de l'Internet au réseau mondial. Il y a des projets qui sont en cours. À l'occasion, je pense que les responsables de ce secteur pourront vous donner plus de détails. Mais il y a des projets bien ciblés qui vont nous permettre d'assurer une meilleure couverture du réseau Internet et renforcer le raccordement de l'Internet aussi. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est, je parle tout le temps de climat des affaires, des investisseurs. Nous avons une loi qui a mis en place une agence de promotion de l'investissement et de la zone franche. Donc cette agence va être opérationnalisée et ça va nous permettre aussi de poursuivre les réformes dans le domaine de l'attractivité de notre pays. Nous allons également travailler à augmenter notre capacité de production, de transport, de distribution de l'énergie. Parce qu'on en parle très peu, mais quand on parle de développement, il y a les routes, mais il y a l'énergie qui est au cœur de cela. Et donc, nous allons travailler à réduire notre dépendance, la dépendance du Togo vis-à-vis des autres pays. Donc, augmenter notre capacité d'énergie. Et c'est important, tout en renforçant l'accès des Togolais à l'électrification avec les mix énergétiques. Nous allons également faire beaucoup de gouvernance, surtout les sociétés d'État. On va quand même revoir un certain nombre de sociétés d'État à renforcer leur gouvernance. Par exemple, le port de Lomé, il faut absolument améliorer la gouvernance. Et nous allons également travailler sur la mise en place des plans de développement locaux d'un certain nombre de communes. On a identifié 10 communes. Et sur ces 10 communes, on a le diagnostic, on a le plan de développement et s'assurer que les actions sont mises en œuvre conformément à ce plan-là. Et pour finir, il nous faut absolument mettre au cœur de tout ce que nous faisons le développement durable et la capacité d'anticiper sur les crises futures. Vous avez vu qu'avec Corona, il y en a qui étaient un peu perdus, on ne savait pas trop, mais on doit anticiper sur toutes ces crises sanitaires, climatiques et développer des mécanismes qui nous permettent d'avoir des alertes et de pouvoir anticiper là-dessus. Donc voilà un peu les 3 axes. Ça a été un peu long, mais c'était important de donner des détails et de dire que c'est des axes qui se parlent entre eux. Ils sont interdépendants. Et le plus important, vous l'avez dit, il faut qu'au finish, les Togolais se sentent heureux. Et pour le chef de l'État, aucun Togolais ne doit se sentir laissé de côté. Et l'objectif que nous recherchons avec tout ce que je viens de présenter, c'est justement créer plus de richesses, réduire les inégalités, former les jeunes et protéger les plus vulnérables. Donc voilà, la direction, elle n'a pas changé, mais c'est le rythme qui va changer, beaucoup plus d'audace, de détermination, et je pense que nous allons y arriver. Est-ce pour ça que, juste à la fin du premier séminaire gouvernemental, vous avez demandé à vos ministres de signer un engagement de résultat? Est-ce une façon de le mettre sous pression ou bien c'était juste un espoir pour faire un peu de... Vous savez, c'est un message très fort que nous voulons donner à la population. Ce n'est pas une exigence protocolaire. C'est la première fois que ça se fait dans notre pays. Oui. Et nous voulons montrer que, tout comme le chef de l'État a sa feuille de route présidentielle, chaque ministre a sa feuille de route ministérielle et chaque ministre doit s'engager à réaliser le projet déjà identifié ou les projets déjà identifiés. Il peut mettre en œuvre ces projets-là. Et à travers cela, nous avons voulu démontrer aussi que les ministres doivent travailler ensemble. Donc c'est un engagement à la fois individuel et collectif. Je donne un exemple. Je veux faire le digital ou bien mettre en place le projet d'identification biométrique. Mais la ministre doit travailler avec l'ensemble des membres du gouvernement. Il faut que les autres sachent que leur travail concourt à la mise en œuvre de ce projet-là. Donc c'est un travail d'équipe, mais ça passe d'abord par une responsabilité individuelle et puis à la fois une responsabilité collective. Donc c'est un acte pour montrer que désormais,
c'est comme cela que nous allons travailler. C'est une gouvernance axée sur les résultats. Les ministres rendront compte périodiquement à travers des séminaires gouvernementaux, à travers des comités de pilotage, à travers des descentes sur les terrains, et il y aura des sanctions, à la fois positives comme négatives. C'est comme ça. D'accord. Alors, madame, lorsqu'on prend votre déclaration de politique générale, justement, aucune allusion n'a été faite aux questions politiques. Alors, quand on parle de politique, il faut toujours, à mon avis, ramener ça à ce que ça apporte aux citoyens togolais. Et pour nous, la politique, c'est comment faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour moi, c'est clair. Une politique qui ne va pas vers ça, je pense qu'il faut peut-être réfléchir autrement. Et donc, toute la déclaration politique était bâtie sur ça. Comment faire pour créer plus de richesses, accélérer les choses pour améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, la place est au travail. Et on ne peut plus continuer par parler de quelque chose que les instruments que nous avons mis en place ont déjà réglé. Et la pauvreté n'attend pas. Il faut maintenant se mettre au travail et faire en sorte que dans un mécanisme ou dans un système de gouvernance concertée, que nous puissions avancer. Et nous sommes disponibles pour ça. Et je crois que le Togo a tout intérêt à ce que les fils et filles de notre pays, que ce soit les élus locaux, les députés, les membres de la diaspora, vous tous, contribuez à ce que nous puissions avancer pour le bien-être des populations togolaises. Donc pour moi, c'est clair, la politique interne pour nous, c'est comment faire pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. C'est à ça que je m'attellerai de toute façon. C'est ça. Oui, alors, la préoccupation aussi, c'est les résultats. Hein, et quand peut-on les attendre? D'abord, je voudrais dire que... Dans le palier de la ménagère. Bien sûr, on est d'accord. Les projets, j'ai parlé d'un certain nombre de projets qui ont démarré. Je vous ai parlé du parc industriel qui a démarré. Même quand on parle de l'autoroute de l'unité, il y a une portion qui a commencé, il y aura d'autres portions, ainsi de suite. Donc, des choses ont démarré. Mais j'avoue que c'est un chantier qui est titanesque, hein, qui est important, qui a besoin de mobiliser à la fois les ressources humaines, mais aussi les ressources financières. Et je pense qu'il y a de la ressource humaine dans notre pays. Franchement, il y a de la ressource humaine. Nous avons des ressources humaines bien formées, volontaires, engagées. Ça, c'est important. Et ça, c'est notre premier moyen. Maintenant, le défi, c'est comment mettre les gens au travail. Donc, il faut créer de la motivation. Et c'est ce que je vais faire. Nous devons également tout faire pour attirer les talents, les jeunes. Hein. Moi, j'ai vu comment nos jeunes sont petits de talent. Et également la diaspora togolaise, qui constitue une énorme ressource pour notre pays. Et nous allons, à cet effet, donc, multiplier les incubateurs de créativité pour permettre aux gens de se mettre en situation et de voir, nous avons des idées, nous pouvons aussi contribuer au progrès de notre pays. Pour avoir travaillé ces dernières années dans un département qui demande qu'on soit proche des populations, je mesure l'ampleur des attentes des populations et je peux aussi apprécier le potentiel des Togolais. Et je le dis, nous avons ce potentiel-là qu'il faut que nous puissions engager au service de notre pays. Mais nous avons également besoin de la ressource financière. Oui. Monsieur Wilson, nous avons besoin de la ressource financière et le moyen de notre action. Et ça va se faire avec les investisseurs privés. L'État fera sa part. L'État mettra en place des fonds pour pouvoir catalyser, pour faire des études. Mais au finish, nous devons travailler à préserver la paix, la sécurité, la stabilité pour que les gens aient envie de venir investir dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut que l'environnement politique soit sain, madame. Oui, l'environnement sain, c'est pas parce qu'on va parler tout le temps d'élection qu'on va dire que l'environnement est sain ou n'est pas sain. Je pense qu'une fois que les échéances sont passées, il faut maintenant se mettre au travail et avancer. C'est ce que je dis. Oui. En tout temps travaillant à l'amélioration des institutions, mais tout faire en sorte qu'on soit un pays fort où les choses se respectent. Quand on met en place des institutions, qu'on puisse les respecter aussi. Je pense que aussi c'est l'éducation que nous devons nous donner et je crois que en répondant aux besoins des populations, en travaillant sur la réduction des inégalités, on travaille aussi à avoir un environnement politique sain, je pense. Et madame, un dernier mot aux Togolais. Un dernier mot aux Togolais. Je voudrais d'abord vous remercier pour toutes les questions très pertinentes que vous avez posées, qui nous permettent
d'expliquer la vision, la direction et comment nous comptons mener, mettre en œuvre cette vision-là et avec le concours des uns et des autres. Ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement est et restera la tâche sous l'autorité du président de la République. Nos concitoyens attendent, je pense, une République exemplaire et de résultats. Je sais ce que je dis. Une République exemplaire qui nous engage tous et de résultats. Et donc, il nous faut une union, à mon avis, sacrée pour pouvoir permettre à tous et toutes de contribuer à cela. Et c'est ça qui va faire notre fierté. Et je voudrais remercier le chef de l'État et tous ceux qui s'engagent aussi à ses côtés pour la mise en œuvre de cette vision. Et je puis vous garantir de notre volonté de réussir. Je peux garantir aussi la volonté de réussir du président de la République qui a déjà montré la voie. Il veut vraiment gagner le pari du mieux-être des populations. Il veut gagner ce pari-là. Et c'est ensemble avec eux. Et c'est les citoyens, les députés, les élus locaux, les médias, les jeunes, les femmes, les ministres, tout le monde va s'engager à ça. Et je voudrais juste dire que le mode de gouvernance, c'est la gouvernance concertée. Et quand on se met tous ensemble avec des idées, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Et j'y crois énormément. Et donc, pour moi, il est temps de construire un pacte pour le développement du Togo. Je vous remercie. Merci à vous téléspectateurs et tous les médias partenaires qui ont diffusé cet entretien exclusif que Madame la Première ministre a bien voulu nous accorder. Et à très bientôt.